Fait que bienvenue à notre deuxième cours de Python de la session. On va commencer avec un petit retour sur nos connaissances qu'on a appris au premier cours, puis aussi s'assurer qu'on a bien ramassé tout ce qu'on a besoin dans ce premier cours-ci. Fait qu'on avait commencé à écrire des programmes en Python, donc qui sont des séries d'instructions qui vont être exécutées de manière séquentielle. Pour faire ça, on utilisait le site de Replit. Donc, quand tu vas sur Replit, tu peux créer un nouveau Replit qui va créer un nouveau projet. Donc, à chaque fois que je veux répondre à une question, la manière la plus facile de faire, ça va être de créer un nouveau Replit, OK, pour être capable de travailler avec. Donc, quand tu travailles avec Replit, tu peux retourner, OK, puis créer différents Replits, puis à chaque fois qu'on va en créer un nouveau, il va être sauvegardé automatiquement. Fait que ici, on va juste essayer de travailler avec lui, puis voir comment est-ce qu'on peut passer au travers des éléments. Donc, pour l'instant, on va juste utiliser la première chose qu'on avait vue, qui était le print avec une chaîne de caractères qui était délimitée par des guillemets. Donc, une fois qu'on a notre programme, on est ici, ça c'est automatiquement dans le fichier main.py, on peut le fermer parce qu'on n'en aura pas besoin. On peut cliquer sur le gentil bouton play, puis ça devrait exécuter à droite notre programme. Donc si je veux commencer à en créer d'autres, okay? Donc ici je voudrais, mettons, me créer un exercice 1 quelconque. Je peux retourner ici, me créer un nouveau REPL. Donc pour chaque question, je vous conseille de créer un nouvel environnement REPL. Puis à partir de là, très important de sélectionner le bon langage de programmation. Nous, on utilise le Python. À partir de là, ça crée automatiquement un nom générique, okay, qui est aléatoire. Là, c'est à vous de décider quel va être le nom à l'intérieur. Fait que, mettons ici, je vais faire des exercices. OK. Puis avec ça, on peut créer le nouveau REPL. Fait qu'on peut voir ici que ça va changer l'environnement de travail. Ça va remplacer le code que j'avais fait auparavant. Puis à partir de là, on a maintenant l'exercice 1.2 avec du nouveau code, okay, où je peux dire puis retravailler avec. J'ai encore le fichier main.py qui est créé automatiquement, mais nous autres, on n'en a pas besoin, on va juste utiliser un fichier habituellement. Puis on peut l'exécuter, puis ça s'exécute à droite. Donc, une fois qu'on a ça, si je veux revenir à mon Replit que j'avais appelé cours 2, je vais retourner dans mon petit onglet Hamburger là, qui me ressort le menu, ou qui est, si la page est assez grande, il devrait juste être là. Non, même il va jamais être là. Fait qu'il devrait juste être là. Puis à partir de là, tu peux retourner dans My REPLs. Donc, My REPLs va avoir tous les différents REPLs que tu as créés. Bon, moi j'en ai plusieurs, là, c'est ma job de faire ça, là. Mais vous devriez en avoir moins, okay, qui devraient avoir tous ceux nommés automatiquement. S'ils ne sont pas directement là, c'est très probable que vous avez juste créé un REPL avec aucun nom spécifique, puis il va se retrouver dans le dossier unnamed. Donc à ce point-ci, ici, c'est un peu comme un Google Drive ou un Dropbox, okay, que tu peux accéder comme tu as besoin. Fait que je peux revenir ici, avoir mon cours 2, puis retourner dans le cours 2, être capable de créer les éléments. Je peux aussi, si je retourne dans mes REPLs, je peux me créer des dossiers si je veux. Donc, je peux aller ici dans INF 1256, puis je pourrais très bien créer un atelier 1, okay, ou même 2, hein, un atelier 1 déjà fait. Hein. Puis, à l'intérieur de celui-ci, on peut commencer à créer des nouveaux REPLs. Okay, sélectionner le Python, puis aller chercher l'exercice 1. Puis maintenant, l'exercice 1 que j'ai créé ici, on va ici juste faire un autre ici, allo juste à l'intérieur. Donc si je retourne en arrière, ben si je retourne dans le dossier, si je retourne dans l'atelier 2, je peux voir que quand je l'ai créé, j'étais dans le dossier atelier 2. Donc, il est maintenant disponible à ce point-ci. Donc, pour chaque exercice, pour chaque numéro, pour chaque programme que vous voulez créer,
vous voulez créer un nouveau REPL. Parfait. Fait que pour être capable de bien faire ce qu'on veut faire, on va faire un retour général de tous les éléments qu'on a vus à la dernière période. Donc, on va ici juste revoir, bon, on avait le principe du print qui était capable de juste faire afficher du texte. J'ai une question ici qui comment uploader les exercices corrigés via Moodle. Donc, les exercices des ateliers, quand tu dis uploader, ça veut dire que c'est tes versions d'exercices que tu veux remettre sur Moodle. C'est pas quelque chose qu'on a besoin de faire. Okay, donc, les exercices des ateliers, c'est des exercices qui ne sont pas évalués. Ça veut dire que c'est juste pour vous pratiquer. C'est pour ça qu'on vous donne les différentes solutions. J'espère que ça répond à ta question. Si ce n'est pas le cas, précise-la pour que je puisse mieux t'informer. Donc, les exercices du cours aussi ne sont pas à remettre nulle part. Donc, je donne les solutions sur le site. Donc, comme j'ai parlé tantôt, j'ai ici un zip des solutions qui contient des fichiers .py qu'on peut ouvrir avec soit Bloc-Notes, soit un autre éditeur de texte comme Visual Studio Code dont j'ai parlé tantôt. Sinon, précise ta question, je vais pouvoir mieux t'indiquer. Pendant ce temps-là, on va regarder qu'est-ce qu'on est... ici, c'est du copier-coller. Si il veut transférer l'exercice, si c'est ça ta question. Donc, mettons ici, je décide de télécharger cet élément-là. OK. Je le télécharge ici. OK. Puis à partir de là, je peux l'ouvrir avec un éditeur de texte, comme j'ai fait ici. Puis à partir de là, je peux le copier-coller directement. Là. Fait que juste copier tout le texte. Puis après ça, coller le stock à l'intérieur. Fait que un gentil copier-coller va nous permettre de le faire. Il n'y a pas de manière de comme glisser le fichier ou quoi que ce soit. C'est malheureusement pas disponible. Parfait. Fait que ça nous donne en fait un bon tremplin pour être capable de voir quelles sont les différentes fonctionnalités qu'on avait vues au dernier cours. Donc, on avait vu le principe de gestion d'un programme. Donc, d'être capable de créer un programme qui est interactif. Donc, la majorité des programmes qu'on est capable de faire à ce point-ci est capable de demander de l'information de l'utilisateur, faire un calcul, puis est capable de sortir la réponse, puis de nous afficher une réponse finale. Fait qu'on va regarder chacune de ces étapes-là, on va regarder comment ça se passe, puis comment est-ce qu'on peut faire. Fait que, premièrement, les données sont de manière séquentielle. Donc, il est important de penser aux différentes étapes de la manière qu'on va être capable de résoudre le problème avec les informations données à cette étape-là dans notre programme. Donc, ici, on parle de créer un algorithme, donc de créer une manière de résoudre le problème que l'ordinateur va être capable d'exécuter pour faire la gestion de notre problème. Fait qu'on commence, puis si on a un petit rappel, on a premièrement l'utilisation de commentaires. Donc les commentaires commencent une ligne avec un hashtag, puis le restant de la ligne ne sera pas considéré par l'ordinateur. Parfait. Ensuite, on a une assignation à une variable. Donc ici, on a une assignation qui commence avec un nom de variable, ensuite un égal, et à droite, on a ce qu'on appelle une expression. Donc l'expression, là ici c'est une saisie, là, on va revenir plus tard. Le principe c'est que le résultat qui est à droite va être assigné dans la variable à gauche. Une fois que cette information-là est sauvegardée,
elle va pouvoir être réutilisée dans d'autres expressions, dans d'autres calculs plus loin dans mon programme. Donc ici, on avait vu l'utilisation de la fonction input. Okay, donc input est une fonction qui me permet de poser une question dans mon programme puis d'attendre que l'utilisateur réponde. Donc ici, j'ai créé le programme, puis quand je vais exécuter ce dit programme-là, on va avoir ici la première question qui est affichée ici, puis le programme attend que je rentre l'information avant de continuer. Donc le input est utilisé pour avoir une information dynamique que je vais insérer dans mon programme. Donc ici, j'ai le texte de la question elle-même. Donc on voit ici que le texte que je rentre ici, c'est littéralement la question qui est posée à l'utilisateur qui exécute le programme. Fait que je peux rentrer quelque chose ici. 35.3. OK. Puis on peut voir ici que j'avais la fonction float qui me permettait de dire, puis de savoir que le input, ça allait être une valeur numérique, possiblement fractionnaire. J'ai un deuxième input, donc si on veut calculer mon salaire hebdomadaire à partir d'un taux d'imposition quelconque. Donc, on peut aller avoir une deuxième information qui est le taux horaire. Donc ici, on peut dire 47 et 34, mettons. Puis à partir de là, le restant du programme va être affiché. Donc, on a ici le calcul du salaire brut qui est indiqué. Donc, pour être capable de répondre à cette question, on voulait trouver le salaire net à partir du nombre d'heures travaillées, puis du taux horaire, en appliquant ici un taux d'imposition flat de 18%. Puis à partir de là, on voulait faire nos différents calculs. Ici, j'ai une question de Nancy qui dit, quand on ne sait pas à l'avance si c'est un entier ou un nombre fractionnaire, est-ce qu'on est mieux d'utiliser par défaut float? Donc, s'il y a une possibilité que ça soit fractionnaire, tu veux effectivement utiliser float. Tu vas utiliser int seulement quand tu sais que ça ne peut pas être un nombre fractionnaire. Fait que, mettons ici, je calcule le nombre de présences dans la classe, ben, je ne peux pas avoir 2,7 personnes, okay, quand je calcule le nombre de présences. Fait que, autrement, tu fais juste utiliser float par défaut. Fait que, on veut calculer les différentes étapes. Fait que le principe, c'est séquentiel. Hein? Donc, on veut être capable de décortiquer le problème, être capable de trouver le salaire brut en premier. Puis, à partir du salaire brut, on va être capable de déduire l'imposition qu'on a besoin. Donc, on peut avoir, quand on travaille, un paquet de variables intermédiaires pour s'aider dans la création de notre algorithme. Donc ici, on peut avoir le nombre d'heures travaillées fois le taux horaire. On a ensuite le taux d'imposition que j'utilise. Puis ici, je l'ai même mis dans une variable intermédiaire pour mieux identifier que c'est le taux d'imposition, plutôt que juste mettre le 0,18 directement dans la formule, dans l'assignation. Donc, une fois que j'ai trouvé le salaire hebdomadaire brut, je suis capable de soustraire du salaire hebdomadaire brut l'imposition. Donc, le salaire hebdomadaire brut fois le taux d'imposition, donc moins 18%, puis ça va être bon. Ensuite, on a l'affichage final. Donc, le print qu'on avait vu tantôt est capable d'afficher des chaînes de caractères, puis de l'insérer avec des expressions, donc des résultats habituellement de variables. Lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va afficher chaque partie de texte, le délimiter de différentes d'espaces, puis il va afficher les résultats à l'intérieur.
Donc ça fait un peu un retour sur qu'est-ce qu'on avait vu la semaine passée. On va commencer la session de ce soir avec un petit peu plus d'informations sur le print. Donc on peut voir ici que le print, quand on le travaille, à chaque fois qu'on fait un affichage, on va avoir un saut de ligne. Okay? Donc, on peut voir ici que ça n'a pas continué sur le même élément. Et ici, j'ai une question de Bradredine qui dit « Je croyais qu'il fallait utiliser la fonction print pour faire apparaître une chaîne de caractères et ensuite utiliser la fonction input pour demander à l'utilisateur d'entrer une donnée. » En fait, le input inclut lui-même déjà un affichage de la question. Donc, ici, tu as un exemple où c'est que tu as un premier print, puis ensuite, tu as un input qui n'affiche rien. Donc, tu peux faire ça en une seule instruction, où tu vas utiliser le input, puis dans le input, tu vas mettre la question à demander. Donc, tu n'es pas obligé de faire ce que tu as fait. C'est une étape qui est de trop. Parfait. Donc, par défaut, à chaque fois qu'on fait un print, on a un saut de ligne qui vient avec. On est capable de faire fi du saut de ligne en rajoutant à la fin du print. Donc, habituellement, tu mets toute ta séquence de texte puis de différentes variables. Donc, on a à la fin l'utilisation d'une option qui est le line termination, le end, qui me permet de dire à la fin, mets un espace, pas. OK. En fait, ici, comme ça. À la fin de chaque, mets rien pantoute, puis on va avoir les résultats 1, 2, 3. Donc, à la fin du print, à la place de mettre un saut de ligne, tu vas pouvoir mettre rien ou un espace ou une virgule, OK? Puis même si je rajoute d'autres éléments, OK? Donc si on regarde ici, on a le principe qu'on a le 1 qui est affiché ici. À la fin de celui-là, on rajoute un espace, fait que ça a rajouté un espace. Ensuite, le deuxième va imprimer le text to, le résultat qu'il y a à l'intérieur de X, le 9, le other, et tous ceux-là séparés automatiquement par des espaces. Puis on dit qu'à la fin, tu peux mettre une virgule. Puis après ça, on a le tree qui est affiché, puis lui a quand même un saut de ligne. Donc, on peut ici décider de comment est-ce qu'on termine le print dans le besoin. On a aussi la possibilité de changer le séparateur. Donc, le séparateur par défaut. On a le 1, 2 and 3, qui est séparé automatiquement par des virgules. Je peux ici changer le séparateur en ayant une option sep à la fin. Donc, en mettant le sep, admettons avec rien, ça va faire en sorte qu'il n'y a rien qui change les deux autres. Si on a la virgule, ça change la virgule. OK? Je peux mettre un virgule, un espace. OK? Je peux mettre une chaîne au complet qui va être les séparateurs entre les deux. Je peux utiliser les deux options en même temps. Donc, si on regarde entre les deux, donc je réponds à la question d'Emmanuel.
le séparateur, OK, et le N peuvent être utilisés à le même print, mais il faut faire attention à Mir, c'est pas la même utilité. Donc le séparateur me permet de indiquer qu'est-ce qui se passe entre les éléments à l'intérieur du même print. Tandis que le end me permet de dire qu'est-ce qui va se passer à la fin de celui-là. Donc si on regarde le résultat de mon exemple courant, on peut voir ici le one suivi de notre séparateur, le tout suivi de notre séparateur, et ensuite le tree. Là, puisqu'on est à la fin de cette liste-là, on utilise le caractère de fin de print, que j'ai dit que c'était un X, puis après ça, ça recommence, puis ça utilise un autre print qui va donc juste les séparer avec un espace par défaut. Donc, les deux sont utilisés pour décider quels caractères vont être affichés, mais ça va changer quel caractère est affiché à quel moment. Fait que pour avoir un deuxième print sur la deuxième ligne, il ne faut juste pas utiliser le end ici. Ou sinon, je ne sais pas si ta question c'était comment je fais pour avoir un print qui affiche sur deux lignes en même temps. Ça aussi, c'est possible. Fait que ici, on a aussi le caractère d'échappement qu'on avait vu à la fin de la période de la semaine passée, qui nous disait qu'on peut utiliser le \n qui va me permettre de faire un saut de ligne à l'intérieur de la même chaîne. Excellent. On a aussi d'autres possibilités pour faire la gestion de nos chaînes de caractères. OK, donc si donc ici on a un exemple où j'ai une variable que j'appelle nom, dans laquelle je mets une chaîne de caractères. On suit les chaînes de caractères, c'est du texte pur, hein, du texte que je vais afficher quelque part, qui est ici. Je peux afficher le nom à l'intérieur, ça va bien. OK. Puis, si je veux, je peux utiliser le caractère plus dans une opération qui utilise des chaînes. Puis, ça ne va pas faire un plus comme étant une addition. OK? Donc, ça va utiliser le plus comme étant une concaténation de chaînes. Donc, la concaténation de chaînes est un autre mécanisme qui va me permettre de coller ensemble deux chaînes. Ou sinon, on peut aussi le mettre dans des variables. Donc, qu'est-ce qui est intéressant de la concaténation, c'est que je peux l'utiliser à l'intérieur d'expressions. Oui, bon, on va changer la chose pour qu'on puisse voir que ça change. Donc, on a ici le nom initial. Là, j'ai dit, prends qu'est-ce qui était dans nom, colle-moi. Donc, quand on est en train de faire des opérations sur des chaînes de caractères, le plus, c'est pas une addition. Hein? C'est une concaténation qui est en gros de prendre la colle puis de foutre deux chaînes dessus. Puis, on a ici donc le nom qui était Hugo. Puis, on colle Bob. Fait que ça fait en sorte que quand on affiche ça, on a Hugo Bob. Parfait. On a une autre chose qu'on va regarder. Donc, si on a fait l'exemple, si on reprend notre exemple de tantôt, oups. Donc, je reprends mon exemple de salaire hebdomadaire.
quand j'avais exécuté ça, puis que j'avais rentré des informations, fait que, mettons, je rentre 45, puis je rentre 17 et 34, OK? On peut voir ici que mon salaire net, c'était 639 plus 846. Bon, ça, c'est pas un très bon salaire, OK? Parce que habituellement, dans des valeurs monétaires, on veut limiter le nombre de décimales. Donc, pour être capable de modifier le nombre de décimales, on peut utiliser la fonction format. Ici, j'ai une question de Amrani qui dit ça serait intéressant de voir avec ici, si on met un espace avant le bob, on a effectivement l'espace qui est aussi collé. Okay? Donc, ça fait en sorte que ça sépare les deux mots. Donc, on peut aussi le faire avec, comme William dit, plus manuellement, où c'est que je rajoute un espace OK. Donc, différentes manières d'arriver à terme. Mais ici, on pourrait avoir ça directement. Évidemment, là, cette méthode-là, ça pourrait nous donner la possibilité d'avoir du code qui peut ressembler à ça. Wow. Donc, je prends le nom, je colle à mon nom un espace et je colle à ça le prénom. Puis, j'ai maintenant Ego Bob. Mais on revient à notre principe de formatage. Donc, on veut faire en sorte que quand j'ai une valeur fractionnaire, OK, ça me coupe ça à 2 décimales. Donc, comment est-ce que je fais ça? J'ai la fonction format, OK, qui va prendre 2 éléments. Donc, la valeur que je veux modifier, puis après ça, ce qu'on appelle le spécificateur de formatage. Donc, le spécificateur de formatage va être la forme que je veux que ça prenne mon nombre. Donc, le plus utilisé, c'est le point 2, ben, en tout cas le point quelque chose f. Donc, le point quelque chose, le quelque chose étant un chiffre, me permet de limiter le nombre de décimales. Puis après ça, le f me permet d'indiquer que c'est pour des floats, des nombres qui sont décimales. Fait que si on prend ça ici, OK, je vais modifier mon programme dans l'affichage. OK, je ne veux pas modifier les calculs eux-mêmes, je veux juste changer les choses rendues à l'affichage. Je vais pouvoir prendre le format de mon salaire net, indiquer que je veux avoir le format .2f. Donc, avec ça ici, ça va changer l'affichage de cet élément-là pour le limiter à 2 éléments après la virgule. Oui. On rentre des heures, on rentre un salaire, puis on peut avoir ici le 119. Là, ici, là, si on veut compléter là, avec qu'est-ce qu'on a vu jusqu'à date, qu'est-ce qui serait intéressant, c'est de dire, bon, premièrement, j'aimerais ça avoir un signe de dollar, moi, après cette affaire-là. Fait que comment je fais pour avoir un signe de dollar après cet élément-là? Bon, première idée, on peut tout simplement rajouter dans la liste du print, on peut rajouter le signe de dollar. Ça, c'est une première méthode. On va voir ce que ça donne. Mais ici, mettons, j'aime pas ça qu'il y ait un espace, moi, après mon salaire.
qu'est-ce que je pourrais essayer de faire? Là, je pourrais dire, OK, ben c'est facile, Hugo, tu m'as dit tantôt que quand je veux avoir pas d'espace entre mes éléments, j'ai juste à changer mon sep, pour separator, puis juste mettre rien. Mais là, si je faisais ça, on engendre un autre problème. Où c'est que tous les séparateurs sont cassés là, à ce point-là. Où c'est que souvent, j'aurais aimé ça avoir des espaces entre là. Fait que pour être capable de régler ça, ce qu'on peut faire, c'est utiliser ce qu'on vient tout juste de voir avec la concaténation. Excellent, Sad. À la place d'avoir une virgule, on va directement mettre le plus. Fait que c'est comme l'inverse du problème de tantôt avec le Hugo Bob. Où je peux rentrer les valeurs. Puis on a ici un affichage qui est excellent. Parfait. Fait que on a un dernier élément à regarder, puis après ça, on va prendre une première petite pause. Fait que quand on écrit des équations, quand on écrit différentes valeurs, on va regarder... Ouh, mon affichage est cassé. Merci. Donc, quand on écrit différentes équations, on a différents opérateurs arithmétiques. Donc, j'ai pris pour acquis que les 4 premiers opérateurs, c'était des choses qui étaient acquises. Okay? Donc, savoir que le plus, ça fait des additions, que le moins, ça fait des soustractions. Un étoile, des multiplications, c'est comme sur la calculatrice de Windows. Puis, le petit slash pour des divisions, c'est pas mal des choses que je m'attends que tout le monde est capable de comprendre, sans que j'ai besoin d'expliquer rien. Fait qu'ici, si je fais un affichage de 10 divisé en 2, je peux voir que ça me donne 5.0. Si je fais 3 fois 4, ça me donne 12. Donc, ça ici, c'est pas mal, ça devrait être pris pour acquis. Il ne devrait pas avoir de problématique avec ça. Par contre, il y a 3 opérateurs arithmétiques qui sont des opérateurs un peu plus méconnus. En tout cas, qui sont novateurs en informatique. En fait, il y en a un qui est juste, on ne savait pas c'était quoi mettre, fait qu'on a juste mis quelque chose à la place. Fait qu'on va commencer avec le principe de la division entière. Fait que le principe de la division entière, c'est, bon, premièrement, on utilise 2 slash à la place de 1, c'est la seule différence. Puis, qu'est-ce qui va se passer, c'est que ça va couper la partie fractionnaire. Fait que si je commence ici, on se donne un exemple, je fais 15 divisé en, bon, même attends, 14 divisé en 10. J'exécute ça, ça me donne 1.4. Très difficile comme calcul. Voyons voir qu'est-ce qui arrive quand je change ça pour la division entière. Ça me donne 1 directement. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ça l'a coupé la partie fractionnaire, puis on ne peut plus voir le restant. En passant, si on prend une valeur plus grande, c'est pas un arrondissement. Donc, si, admettons, je fais 18 divisions entières de 10, ça me donnerait 1.8, ben ça tronque la partie fractionnaire. Fait que ça me donne 1 pareil. Fait que la division entière coupe la partie fractionnaire, garde seulement la partie entière. Ensuite, on va avoir on va tout de suite sauter au dernier, un autre qui est facile, qui est la puissance. Donc, quelque chose à la quelque chose. Donc, celui-là est avec 2 étoiles. Fait que 3 à la 2, ça fait 3 fois 3, ça me donne 9. Puis 3 à la 3, ça fait 3 fois 3 fois 3, ça me donne 27. Donc, on est capable de gérer ça avec nos éléments. Le dernier de la liste, c'est celui qui est le plus méconnu à l'extérieur de l'informatique, qui est le modulo. Donc, le modulo, ça va me trouver le restant d'une division.
Qu'est-ce que c'est ça, le restant d'une division, Hugo? Excellente question. Étudions les différentes possibilités. Donc, ça utilise le pourcentage. Fait que le principe du modulo, c'est d'essayer de soustraire le plus de fois possible le deuxième opérande du premier en restant non négatif. Donc ici, j'ai 17 modulo 5. Donc qu'est-ce que je vais essayer de faire? C'est je vais essayer de soustraire 5 à 17. OK, fait que si on le fait là, dans les commentaires, là, si je fais 17 moins 5, ça me donne... On va mettre une flèche ici pour bien voir que ça me donne. Ça me donne 12. Ben, après ça, j'essaye de refaire le restant de ça. J'essaie de soustraire encore la valeur. Ça me donne 7. Ça marche encore. J'essaie de soustraire ça encore. Ça me donne 2. Puis là, j'essaie de soustraire ça encore. Puis là, ici, ça me donne quelque chose qui ne marche plus. OK? Fait que c'est plus capable de se rendre là. Fait que ça va me donner ça comme réponse. Donc, si j'essaye ça, je peux voir ici que 17 modulo 5, ça me donne effectivement 2. Fait qu'on essaye un autre. Admettons que j'ai 32 modulo 10. Donc 32 modulo 10. On essaye d'enlever le plus de fois possible des 10 de 32. Fait que ça veut dire que j'ai... j'enlève 10, ça me donne 22. J'enlève 10, ça me donne 12. J'enlève 10, ça me donne 2. Puis j'essaierai d'enlever 10, ça donnerait négatif. Fait qu'il devrait juste me rester 2. Ça va bien jusqu'ici. Fait que le modulo est utilisé pour trouver des parties de chiffres souvent, où il y a certaines propriétés du modulo qui sont parfois intéressantes. Fait que un petit truc, admettons j'ai ce chiffre-là, puis je fais modulo, j'ai dit modulo 100. Qu'est-ce que ça va me donner? Je peux tout de suite savoir que ça me donne 53, même avant d'avoir calculé quoi que ce soit, parce que le principe, c'est que le modulo 100, puisque ça va enlever toutes les divisions de 100 possibles, ben je sais que ça va tout couper les centaines et plus haut, puis il va juste me rester le 53. OK, fait que j'ai pas eu besoin de regarder vraiment le chiffre, j'ai juste eu besoin de savoir, ben, le 100, ça me coupe pour garder les deux derniers chiffres. Une autre propriété intéressante des modulos, c'est si j'essaye le modulo 2. Hein? Fait que, mettons ici, on va essayer si j'essaye 1 modulo 2. 1 modulo 2, donc j'essaye d'enlever 2 de mon 1, ça me donnerait négatif tout de suite, fait que tout de suite, ça me donne le 1. Si j'essaye le 2 modulo 2, ben, j'enlève le 2, je reste non négatif, 0 c'est pas négatif. Donc, ça marche. J'essaye 3, ça me donne 1, puisque j'ai réussi à en avoir une fois. J'essaye le 4, oups, j'ai dit le 4, ça me donne 0. J'essaye le 5, ça me donne 1. J'essaye le 6, ça me donne 0. Donc, on voit ici que ça flippe toujours de 1 à 0, hein, parce que c'est les deux seules possibilités, parce que sinon, il y a un autre 2 qui est capable de rentrer. Fait que si, admettons, voyons voir si vous avez compris le pattern. Si je te demande ce chiffre-là, modulo 2, ça donne combien? On peut tout de suite voir que c'est 0. Pourquoi? Parce que si on a regardé comment ça avançait, ben, on a vu que quand on faisait le modulo 2 sur un nombre pair, ça me donnait toujours 0. Puis sur un nombre impair, ben, il n'était pas capable d'enlever comme la partie impaire, fait que ça me donnait 1. Donc, je peux tout de suite savoir ici, en regardant ça, que ça me donne 0.
Fait qu'on est capable de savoir que les valeurs modulo 2 donnent 0 pour les nombres pairs, 1 pour les nombres impairs. Fait qu'on est capable de trouver des choses intéressantes avec le modulo. Fait que ça, c'est notre première partie de cours. On va se prendre une petite pause, aller prendre de l'eau, aller aux toilettes, se dégourdir les jambes. Fait que mettons qu'on prend un petit jusqu'à l'heure ronde. Fait qu'on va dire pause, puis un retour à 19h. Donc, re-bienvenue dans notre cours d'INF 1256. Ce qu'on va regarder aujourd'hui, c'est le principe de structure de contrôle. Donc, jusqu'à présent, on exécutait chacune de nos instructions du début de notre programme jusqu'à la fin sans jamais changer, sans jamais avoir de possibilité d'éléments différents. Donc, on va regarder aujourd'hui deux types de structures de contrôle, les conditionnelles et les structures de contrôle itératives, qui vont nous permettre de changer l'ordre des instructions dans mon programme. Donc, la première structure de contrôle qu'on va regarder, c'est la structure de contrôle conditionnelle. Par contre, avant d'être capable de la regarder, il va falloir aller regarder un nouveau type d'opérateur relationnel. Donc, on a les opérateurs arithmétiques, qui fait des opérations mathématiques comme on les connaît, mais il y a des opérateurs relationnels qu'on connaît aussi. Donc, si je vous dis plus petit, plus grand, plus petit ou égal, plus grand ou égal, c'est des choses que vous reconnaissez. Mais il faut comprendre qu'en informatique, ces opérations-là me donnent une réponse qu'on dit booléenne, une réponse logique, vraie ou fausse. Fait que si on regarde qu'est-ce que ça donne, donc je mets dans un print, est-ce que 3 c'est plus grand que 4 ou 5? Donc, quand j'exécute ça, on voit ici que le résultat, c'est une valeur booléenne. Donc, on avait vu dans le premier cours qu'il y avait différents types de valeurs, des int pour des valeurs numériques entières, des floats pour les valeurs fractionnaires, des str pour les chaînes de caractères, puis il y avait les booleans pour les valeurs logiques qui peuvent être soit vraies, soit fausses. Il n'y a pas d'autres valeurs possibles. Okay? Fait que c'est représenté ici par false avec un F majuscule, puis true avec un T majuscule. Donc, on a le plus grand que, on a la valeur plus petite ou égale, qui est disponible. Évidemment, qu'est-ce qui est intéressant, c'est pas d'avoir directement des valeurs numériques, mais bien d'avoir d'autres expressions qui vont pouvoir être indiqué ici. Donc, je peux très bien avoir un X qui est ici, dans lequel je mets la valeur. Puis après ça, je peux utiliser cet élément-là dans ma séquence, dans mon expression. Ici, les opérateurs relationnels viennent donc s'insérer dans notre liste de priorités d'opération. Donc, on a les priorités d'opération, où c'est qu'on est multiplication en premier, après c'est addition, les parenthèses avant tout. Ben, les opérateurs relationnels viennent se mettre à la fin des priorités. Donc, le principe ici, c'est que si j'écris ça comme ça, cette partie-là va se faire avant la comparaison. Donc, ça va faire en sorte que ça va regarder le 4, est-ce que c'est plus petit que 3? Et ça va donc me donner faux. Point important ici, quand on veut faire une comparaison d'égalité. Donc, est-ce que x est égal à 4? On va utiliser le double égal. Pourquoi est-ce qu'on utilise le double égal? C'est parce que l'égal tout seul, on l'a déjà utilisé pour l'assignation. Fait qu'on ne veut pas utiliser le même symbole pour l'assignation que pour la comparaison d'égalité. Donc, qui sont deux opérations différentes. Donc, on va utiliser le double égal, parce que quand on est pogné, on fait juste dédoubler notre symbole. C'est notre pratique d'informaticien. Donc,
ça ici, ça va me permettre de détecter est-ce qu'on a une égalité entre les deux. On a aussi la possibilité de détecter l'inverse de l'égalité, donc qui n'est pas égal à. On va utiliser le symbole du point d'exclamation égal pour être capable de gérer ça. Donc, le point d'exclamation égal va me permettre de détecter est-ce que c'est différent de 4. OK, donc le point d'exclamation égal, c'est pour détecter le différent de. OK, fait que on connaît les opérateurs relationnels, on est capable de générer des valeurs booléennes, des valeurs logiques vraies ou fausses, à partir de comparaison. Fait qu'on va aller regarder ici le principe de la conditionnelle. Donc le principe de la conditionnelle, c'est un principe assez fondamental. Si on regarde ici, on a un petit flowchart là, qui va me permettre de comprendre qu'est-ce que la conditionnelle nous permet de faire. Donc, la conditionnelle, quand on arrive dans notre code, on veut avoir une condition quelconque. OK? Puis, cette condition-là va être considérée comme étant quelque chose qui peut être soit vrai, soit faux. Puis, si c'est vrai, on veut faire quelque chose de spécial. Puis, si c'est faux, on ne veut rien faire de spécial. Puis, quoi qu'il arrive, on va continuer normalement par la suite. Donc, Naima ici demande est-ce que le false prend 0 ou 1? Peux-tu être plus précise dans ta question? Parce que je ne suis pas certain de pouvoir y répondre avec ça. C'est dans d'autres langages de programmation, il y a des affaires qui se passent avec, mais si tu veux dire, c'est possible de utiliser le true ou le false comme valeur numérique, puis effectivement, ça va devenir un 0 ou un vrai. Fait que mettons ici, si j'essaie de répondre à ta question, si j'essaie de faire false plus 5. Le false va être considéré comme 0, puis le true va être considéré comme 1. OK? Donc, je pense que c'est ça l'allure de ta question. Si ce n'est pas le cas, dis-le et on va spécifier. Parfait. Donc, on revient ici à notre principe qui nous dit, on a ici un petit flowchart qui me permet de savoir, OK, ben, si il se passe quelque chose de précis qui peut être vrai ou faux, je vais avoir une instruction spéciale qui va être exécutée. Donc, comment est-ce que je peux écrire ça? C'est avec le mot-clé if. Donc, ici, on va se faire un petit programme. Puis on va bien identifier chacune des étapes. OK, pour bien voir qu'est-ce qui se passe. Fait que là, le principe, c'est je veux avoir, OK, une action spéciale, mais seulement si le x est plus grand que 10. Fait que pour être capable de faire ça, je vais utiliser l'instruction conditionnelle if qui me permet d'avoir le if, une expression logique ou une expression booléenne. Hein? Donc ici, on a vu comment créer des expressions booléennes avec la comparaison. Nous autres, on a dit je veux que x soit plus grand que 10. Puis ensuite, j'ai un 2 points. Puis là, qu'est-ce qui va se passer? Je vais avoir une action spéciale. Fait que on va commencer tout de suite, puis on va regarder ça avec une valeur qui est plus grande que 10. Fait que quand j'exécute ça, bon, ça l'exécute le début, ça l'assigne ma variable à 16, puis ça va vérifier la condition. Si la condition est vraie, il va aller exécuter le contenu,
OK, de mon élément. À partir de là, je peux ensuite exécuter, OK, mon étape de fin. Là, ici, voyons voir qu'est-ce qui arrive si je ne suis pas dans ma condition. Donc ici, ma condition, il faut que ce soit plus grand que 10. Je dis que c'est juste 4. Donc, qu'est-ce qui arrive? Ça l'imprime le début. Ça regarde la condition. Puis, quand la condition est fausse, qu'est-ce qu'il va faire? Il va sauter par-dessus cette action spéciale-là. C'est un 2 points à la fin du if. Un 2 points, pas un point virgule. Puis à la fin, ça continue, puis ça l'affiche quand même le fin. Donc, c'est juste l'action spéciale qui est sautée. Là, ici, la question, c'est OK, pourquoi il a sauté lui, puis il n'a pas sauté lui? Puis là, c'est qu'on a un bloc d'instructions qui est indenté à partir du rebord pour indiquer qu'est-ce qui fait partie des actions spéciales. Donc ici, si j'écris avec le même niveau d'indentation, donc déplacement du rebord, on peut voir que en ne respectant pas la condition, cette instruction-là aussi a été sautée. OK? Donc, avec ça, on est capable de se rendre à la fin. Si je remets une condition qui est fonctionnelle, je peux voir que ça va dedans, puis ça va exécuter chacune des conditions. OK? Chacune des instructions à l'intérieur du bloc d'instructions du if. Donc ici, c'est toutes les instructions ensemble. On appelle ça une des branches du if. Donc ça a exécuté la branche du if et ça a donc exécuté toutes les actions à l'intérieur. Le if est capable d'avoir des alternatives. Donc le principe, c'est ça va bien si j'ai juste une condition, puis j'ai un découlé de cette condition-là. Mais si j'ai, admettons ici, le schéma suivant, j'ai une température quelconque. Bon, si cette condition-là est vraie, je veux faire quelque chose. Mais si cette condition-là n'est pas vraie, je veux faire autre chose. Donc, pour être capable d'avoir ce genre de schéma-là, on va rajouter une option à notre if. Donc, le if de base doit toujours être là, mais on peut rajouter des options au if. Donc, l'option que je vais rajouter, donc ici, faire attention, je reviens à l'indentation principale pour que ce soit aligné avec le if. Puis, je vais avoir le else. Donc, le else, c'est un sinon. Donc, si ça ne marche pas, on va faire autre chose. Donc, Charles demande, est-ce que la ligne d'en dessous s'ajoute automatiquement? Donc, l'indentation est automatiquement ajoutée. Okay? Donc, quand ici, j'ai écrit ça, puis que j'ai cliqué sur Enter, ça me met automatiquement avec une indentation additionnelle pour faire en sorte que ça vienne automatiquement dans le if. Okay? Donc, après ça, même principe, si j'essaie de rajouter une autre instruction ici, on peut voir que c'est automatiquement sur le même niveau d'indentation. Fait que quand j'ai voulu rajouter mon else, donc ici j'étais sur le même niveau dans la branche du premier if, c'est moi qui a fallu qu'il revienne à l'arborescence principale pour rajouter mon else. Donc, le else est une alternative possible à travailler avec le if. Donc, ici, ça fait en sorte, si on regarde notre petit diagramme, on a juste une des deux branches qui peut être exécutée. Okay? On ne peut pas exécuter les deux. Ils sont mutuellement exclusifs. Donc, si ma valeur répond à notre première condition, on s'en va faire notre première branche normalement.
Mais cette fois-ci, si je change ma valeur initiale, on ne répond plus à la condition, puis ça va faire en sorte que on s'en va dans l'autre branche. Oh, excellent. OK. Fait que ça, c'est le else qui est notre première option sur notre if. On a une deuxième option qui est possible, qui va être le else if. Donc, des fois, j'ai besoin de regarder plusieurs conditions une après l'autre. Ici, on va enlever ça pour l'instant. Donc, le else if, qui est diminué ici en elif, me permet d'avoir une deuxième condition qui va essayer d'être remplie seulement si la première condition n'a pas fonctionné. Donc, si on reprend notre exemple, on a le premier, ça l'exécute, OK, on lui donne le temps. Comment tu es capable? J'ai perdu la connexion, on va y revenir, pas de problème. Rafraîchis-moi ça, moi. Yes, reload ma connexion. Vas-y, t'es capable. Excellent. Donc, on réessaye ça ici. On a notre élément qui est testé initialement. Puis, quand on exécute ça, on voit ici que ça l'exécute quand même la première branche de l'instruction. Qu'est-ce qui arrive, par exemple, si la première branche ne fonctionne pas? Il va aller, bon, il saute par-dessus la première branche, puis il va aller tester la deuxième branche. Si la deuxième branche est bonne, il va aller faire les instructions de la deuxième branche. S'il n'y a aucune des branches qui est bonne, ben, ça va sauter par-dessus la première, ça va sauter par-dessus la deuxième, puis ça va juste continuer normalement. Qu'est-ce qui est le fun avec les else if? C'est qu'on peut avoir, OK, plusieurs else if, un après l'autre. Donc, le principe ici, c'est ça va quand même toutes les tester un après l'autre. Donc, si j'ai 2, c'est pas plus grand que 10, c'est pas plus grand que 5, c'est pas égal à 0, et qu'il ne se passe rien. Mais si je décide de mettre ça à 0, OK, je peux voir ici que ça fonctionne. Il faut faire attention, par exemple, à l'ordre dans lequel je vais les mettre. Mettons ici, je décide d'en mettre un autre. Donc ici, je rajoute plus grand que 20. Qu'est-ce qui arrive si je mets 56 dans mon X? Qu'est-ce qui va être affiché? Donc, le principe, c'est que ça va les tester de manière séquentielle. Donc, il va aller tester le premier. Il va dire, est-ce que ça marche? Il fait comme, oui, ça marche. Pas de problème. Je rentre donc dans cette branche-là, puis je ne vais même pas regarder le reste. OK? Donc, les else if vont seulement être testés si toutes les autres auparavant n'ont pas fonctionné. Donc, celui-là ici, il ne sert à rien. OK? Parce que ça ne va jamais arriver, parce que j'ai une condition qui englobe cette condition-là. Donc, ce code-là, c'est du code mort. Là, ça ne peut jamais se rendre là. Donc, on a le if de base, on a le else, puis on a des else if.
on est capable de combiner les else if et le else. Donc, je peux avoir comme dernier élément le else. Qui va faire en sorte que si aucune des conditions est remplie, je peux quand même aller exécuter le else. Fait qu'ici, ça ne sera pas plus grand que 10, ça ne sera pas plus grand que 5, ça ne sera pas égal à 0. Donc, ça va exécuter le else en dernier. Donc, le else, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que lui n'a pas de condition. Le principe, c'est que si je me rends à celui-là, je le fais parce qu'il n'y a pas rien d'autre qui a marché. Fait que là, c'est intéressant parce qu'on est capable de gérer le principe de prendre des actions par rapport à des conditions. Là, ça va devenir intéressant par rapport à nos différents programmes. Juste pour se donner un aperçu de qu'est-ce qu'on est capable de faire avec ça. Si on reprend notre problème de salaire hebdomadaire. Donc, on a notre nombre d'heures travaillées, on a notre salaire brut, on a notre taux d'imposition. Ce qu'on pourrait faire ici, c'est rajouter le calcul du temps supplémentaire. Parce qu'en ce moment, notre calcul, même si je travaille 350 heures à l'intérieur d'une semaine, je vais être payé juste à mon taux horaire. Okay? Légalement parlant, pas très kosher comme affaire. Donc, on va voir que on pourrait travailler avec ça. Ici, j'ai une question de Naima. Est-ce que c'est possible de mettre le if après le else? Donc, tu peux avoir un autre if qui débute par la suite, mais ça ne serait pas dans le même if, ça serait un deuxième if qui serait après. Donc, Béatrice demande comment je fais pour faire en sorte que j'aille deux branches d'un if qui fonctionnent. C'est impossible. Donc, dans la fonctionnalité du if, les branches sont mutuellement exclusives. On va voir qu'on a d'autres mécanismes pour essayer de faire des choses qui sont communes aux deux. Excellent. Fait qu'ici, si on reprend notre petit numéro, on est en train de travailler le salaire hebdomadaire brut. Puis avant de mettre l'imposition, on aimerait ça calculer notre temps supplémentaire. Qu'est-ce que je pourrais écrire comme conditionnel pour détecter si je suis en train de faire du temps supplémentaire? Fait qu'on veut ici avoir une condition qui me permet de détecter si j'ai fait plus de 40 heures. Fait que déjà là, quand tu t'entends dire ben, je veux détecter si c'est telle affaire, ben ça sonne comme un if là, ok? Donc on peut effectivement avoir le if, ok? Ici on a la variable qui est heure travaillée. Puis si c'est plus grand que 40, il faut faire quelque chose. OK? Fait que là, la question, c'est qu'est-ce qu'on fait si on a plus que 40? Fait que là, ici, notre principe, c'est qu'il va falloir modifier notre calcul du salaire brut. Fait que ici, il va falloir trouver salaire avec temps sup. Là, pour l'instant, ce que je vais juste faire, c'est que je vais mettre un else, puis dans le else, je vais mettre notre ancien calcul. Fait qu'on revient à ça dans un instant. Là, ici, j'ai construit le else, OK, pour dire si je ne suis pas plus grand que 40, donc je suis plus bas que 40, ça va donc faire en sorte qu'on prend le même calcul. Fait que là, ici, il faut trouver une nouvelle version
pour trouver le salaire hebdomadaire brut. Fait que, première chose qu'on pourrait penser, c'est je prends mon taux horaire, puis je le multiplie par 1,5. Mais ça ne marchera pas directement. Parce que il ne faut pas que je multiplie toutes mes 135 heures à 1,5. Hein, ou à 2, dépendamment de si c'est un bon employeur. Faut juste prendre les heures qui sont excédentaires à 40. Donc là, ici, c'est là les genres de problèmes d'algorithme qu'il faut être capable de trouver. Donc ici, on a ici le principe. Pour trouver le nombre d'heures travaillées qui est à temps supplémentaire, il va falloir prendre notre nombre d'heures travaillées puis soustraire 40. Fait que je peux ici prendre mon nombre d'heures travaillées. Je soustrais... Oups. J'ai dit, je soustrais 40 à ça. Puis, ça, fois le taux horaire, fois 1,5. Ça serait, OK, un bon début. Mais encore là, j'ai pas terminé. Parce que ça, c'est juste mon salaire de temps supplémentaire. Faut pas oublier que j'ai quand même travaillé 40 heures normalement. Donc, faut pas oublier d'ajouter notre 40 heures multiplié par notre taux horaire normal. Donc, ça ici, ce serait une manière de calculer. Il y a comme 20 autres manières de calculer le salaire hebdomadaire brut à partir de là. OK? Comme j'aurais pu ici mettre 0,5, puis ici mettre heures travaillées. Comme ça, je compte toutes mes heures à mon taux horaire une fois. Puis, après ça, je prends mes heures supplémentaires, puis je le booste de 0,5 chacun. OK? Fait que, il y a plein de manières de faire. On aurait pu aussi avoir des éléments qui utilisaient d'autres... J'ai perdu mon autre fenêtre et tombé ici. D'autres variables intermédiaires. Tout ça, c'est possible. Fait que la structure conditionnelle me permet de traiter avec des conditions. Fait que ça, c'est notre première structure de notre première structure de contrôle qui me permet d'avoir des conditions. C'est la structure de conditionnel if. Il y en a juste une, c'est comme ça que ça marche. Ensuite, la deuxième structure de contrôle Donc, Nancy demande, est-ce que si la formule du if est négatif, alors ça saute par-dessus et ça va au else? Exactement. Donc, c'est exactement ça qui se passe, tu as tout compris. Donc, quand on arrive ici, ça va tester ça. Si c'est négatif, donc si c'est faux, ça saute par-dessus ce bloc de code-là, puis ça va automatiquement aller exécuter celui-ci. Alright. Fait que ça, c'était la structure conditionnelle. Deuxième type de structure de contrôle qu'on va voir, c'est les structures de contrôle itératives ou les structures de contrôle répétitives. On appelle ça aussi plus communément des boucles. Donc, la structure conditionnelle, le if qu'on vient de voir, me permet de sauter des instructions. La boucle, la structure de contrôle itérative, va me permettre de boucler des instructions, de répéter des instructions. Donc, si on regarde notre petit organigramme,
de notre première structure de contrôle qu'on va voir, qui est le while, ça va me permettre de créer ici une condition. Donc, encore une fois, quelque chose qui va être vrai ou faux. Puis, que si c'est faux, ça continue. Fait que exactement comme qu'est-ce qu'on avait dans le if. Si c'est vrai, on va exécuter un bloc d'instruction, exactement comme dans les if. Mais, contrairement au if, à la place d'avoir une flèche qui continue normalement, la boucle, while, va retourner et retester la condition de nouveau. Donc, tant que la condition est vraie, ça va répéter les instructions à l'intérieur de la boucle. Fait qu'on va regarder ça ensemble, voir comment est-ce qu'on écrit ça. Le while ressemble beaucoup à un if. Donc, les deux sont un peu homologues. C'est juste que le while, il se répète. Puis il y a juste une condition. Donc, on va commencer. On va dire x est égal à 5. Puis on va dire tant que x est plus petit que 10, fait qu'on va regarder qu'est-ce qui se passe quand je vais exécuter ça ici. Fait que je commence ici, j'ai x plus petit que 5, puis je dis tant que, donc le while c'est un tant que, donc tant que c'est vrai, répète l'instruction, puis reteste par la suite. Fait que tant que c'est vrai, on va afficher plus petit que 10. Fait que quand je roule ça, on a notre premier exemple de boucle infinie. OK? Donc ici, là, ça scroll, là. OK? Il y en a une infinité là, qui est en train de s'écrire. Donc le principe, c'est faut faire attention avec les boucles. Okay? Donc, ça se peut qu'on tombe dans une boucle infinie où c'est que la condition est toujours remplie. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est qu'on va changer la valeur de x à chaque itération de la boucle. Fait qu'ici, je pourrais marquer, mettons, print x. Là. Okay? Fait que là, on peut voir que x, il reste à 5. C'est ça qui est notre problématique courante. Fait que ce qu'on peut dire, c'est je vais afficher plus petit que 10, je vais afficher le x, puis je vais ici faire ce qu'on appelle une incrémentation. Donc, je vais prendre la valeur du x, je vais lui ajouter 1. Cette nouvelle valeur-là, je vais l'assigner dans x. Donc ici, ça marche parce que quand je fais une assignation, la partie de droite est calculée en premier, puis est assignée en deuxième. Fait que si j'exécute ça, je peux voir qu'à la première itération, donc quand on parle d'une itération, on parle d'un tour de boucle. Donc à la première itération de la boucle, on a le plus petit que 10 qui est affiché, le print de x qui nous affiche 5, puis on a l'instruction qui est exécutée, si on ne voit pas le résultat en ce moment, que ça se fait. Fait que ici, ça reteste. Donc, à ce point-là, le x est égal à 6. Fait que est-ce que c'est encore plus petit que 10? Certainement. Donc, on affiche ça. On affiche le x une deuxième fois, mais là, ce coup-là, il est rendu à 6. Fait que quand je l'incrémente, ben là, il est rendu à 6. Fait que il incrémente de 1, il tombe à 7. Il remonte, il reteste la boucle. Ça fonctionne encore, il affiche 7. Ça fonctionne encore, il affiche 8. Ça fonctionne encore, il affiche 9. Puis, pour répondre à ta question, Aminé, ben oui, on peut limiter le nombre de fois que la boucle se répète en contrôlant la condition. Donc ici, j'ai fait en sorte que ça va m'emmener dépasser le 10. Donc ma boucle ici, c'est faite 1, 2, 3, 4, 5 fois. Fait que, avec ça, on est capable de contrôler la boucle. Ici, qu'est-ce qui est important de voir, c'est qu'on peut avoir des choses qui n'utilisent pas, mettons, un compteur. Okay? Donc, je peux dire ici, à la place d'avoir le x, je pourrais dire int
input, nouveau nombre. Puis là, qu'est-ce qui se passe? Ben, ça me demande un nouveau nombre, c'est moi qui le rentre. Puis à chaque fois que je rentre quelque chose qui est en bas de 10, ça va continuer de répéter la boucle. Mais dès que je rentre quelque chose qui va être plus grand que 10, ça va sortir de la boucle et continuer manuellement. Donc, ici, Aminé demande, OK, mais comme si on veut tester la condition, mais que la boucle ait juste un nombre maximum d'éléments, on va voir au prochain cours comment mixer des conditions ensemble. Puis à partir de là, on va pouvoir répondre à ce genre de questions. Donc, c'est possible, mais il va nous manquer les outils qu'on a avec les opérateurs logiques. En fait, je pense qu'on les voit à la fin d'aujourd'hui. Ouais. Donc, on va juste être capable de faire ça tantôt. Mais oui, c'est possible. Parfait. Donc, le while est très similaire à la boucle, la conditionnelle if. C'est juste qu'elle se répète. Donc, il faut faire attention ici à la condition pour être capable de sortir de la boucle à un certain moment. Deuxième boucle qu'on va voir ce soir, c'est les boucles for. Donc, la boucle for, son principe, c'est que je veux itérer sur un nombre d'éléments prédéfinis. OK, le while, on ne sait pas combien de fois on va boucler. La boucle for, elle, son principe, c'est que je sais d'avance, il va y avoir combien d'itérations. Fait que si on regarde ça, fait que le for va avoir ce qu'on appelle un compteur intégré. Fait qu'ici, on peut avoir, mettons, une liste de nombres. OK? Donc, le for va me permettre de dire, je vais avoir une liste d'éléments, puis je vais boucler pour chacun des éléments dans la liste, puis je vais avoir ici une variable automatique qui va pouvoir représenter chacun de ces éléments-là. OK? Donc, on a une première fois, ça se fait avec le premier élément, le 3. Ça se fait une deuxième fois avec le deuxième élément, le 534. Ça se fait une troisième fois avec le troisième élément, le 32. Ça peut être n'importe quelle valeur qu'il y a là-dedans. Là. Donc ici, on pourrait avoir des chaînes de caractères. OK, donc c'est capable de prendre une liste d'éléments puis d'être capable de le gérer. La majorité du temps, par exemple, qu'est-ce qui va se passer avec les book for? C'est qu'on va vouloir répéter la boucle un certain nombre de fois. Ici, on a une question qui demande pas certain de comprendre le i. Donc, le principe du i, c'est une variable qui va automatiquement être déclarée, puis que derrière les rideaux, dans la mécanique du for, lui, il va faire une assignation à les valeurs dans ma liste. Donc, le premier coup, il va prendre la première valeur, puis il va l'assigner dans i. À la deuxième itération de la boucle, il va prendre la deuxième valeur et va l'assigner dans i automatiquement. À la troisième itération, il va prendre ici l'élément. Oui, effectivement, le nom ici, c'est moi qui décide. OK, ça ne change rien. OK, c'est une variable qui est définie automatiquement.
le i prend la prochaine valeur dans la liste. Okay? Donc oui, ça incrémente à partir du début, puis ça avance. Ici, par exemple, on utilise le i par convention. Okay? Donc, quand on a une variable dans une boucle, on va utiliser i. Okay? Donc, quand on parle de convention, on parle de règles entre nous autres, informaticiens, programmeurs, on fait tout utiliser la même chose. Comme ça, dès qu'on voit une variable qui s'appelle i, on sait que c'est un compteur, okay, une variable d'une book for. Parfait. Fait que on a le principe de la boucle, ça va bien, on est capable de répéter des instructions. La majorité du temps, je vais vouloir répéter des instructions qui sont d'une série séquentielle. Fait que, mettons, je veux répéter 10 fois quelque chose. Pour être capable de faire ça, il va nous falloir une fonction intermédiaire qui va être capable de nous générer des listes. Donc, on met le for de côté, puis on va aller voir la fonction range. Tu peux-tu nous le montrer? Donnez-moi un instant. Sinon, on peut tout de suite l'utiliser dans le for. Donc, si on regarde ici, la fonction range crée une liste, okay, qui va avoir comme élément ici là, un nombre qui va me dire il va avoir combien d'itérations. Okay, il va avoir combien de valeurs dans la liste. Donc, le range 5 me crée quelque chose qui va avoir 5 valeurs. Par défaut, on a la première valeur qui va toujours être 0. Puis, après ça, toutes les autres valeurs vont être incrémentées de 1 par défaut. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est que je peux, à partir de là, puisque ça c'est une valeur, je peux commencer à changer ça par... Je peux changer ça avec un input, puis là, soudainement, j'ai un petit programme qui me permet de contrôler le nombre d'itérations que ma boucle va avoir. OK? Donc, le range me permet de générer des listes qui vont avoir des nombres de 0 à mon nombre d'itérations moins 1. Dans le besoin, le range peut aussi avoir d'autres options. Donc, je peux l'utiliser avec plusieurs valeurs, où c'est que je peux avoir un nombre de départ, puis un nombre de fin. OK? Le nombre de fin n'est jamais inclus, par exemple. Fait que si j'essaye ça, ça va être 4, 5, 6, 7. Puis, si je veux, je peux aussi avoir le step. Donc ici, en passant, quand on clique sur range, là, quand on clique à l'intérieur, si tu laisses ton élément, là, il va avoir un hide qui va te dire. OK? Fait que tu vois ici le range avec le stop, hein, c'est la dernière valeur, ou sinon j'ai le start, le stop et un step possible. Donc le step va me permettre de faire des incrémentations. Mettons, on augmente ici ça un petit peu plus gros. OK, donc le step va permettre de faire des sauts dans ma liste de plus de 1. C'est des choses qu'on utilise peu souvent, là.
Fait que nous, qu'est-ce qui est important de comprendre, c'est que quand on crée le range, on le crée avec une valeur. Ça me donne le nombre d'itérations. Puis les numéros d'itérations, c'est de 0 jusqu'à mon nombre d'itérations, moins 1. Parfait. Fait que ça, c'est la boucle for. On va être capable de faire un paquet de choses intéressantes. Donc, encore une fois, on a des petites séries d'exercices qui vont aller avec chacun pour être capable de s'habituer aux différentes questions qui viennent avec ça. Encore une fois, pour les exercices en classe, donc ceux qui sont sur le site de cours en ce moment, ces exercices-là, c'est des problèmes typiques, OK? Mais c'est des problèmes que vous n'avez jamais eu accès encore. Donc, quand je vous demande de régler ces problèmes-là, c'est un peu comme si je vous demandais de réinventer la roue à chaque fois que je vous pose le problème. Une fois que tu l'as, la roue, c'est facile d'en faire une autre, c'est facile de comme l'agencer à d'autres éléments, mais la première fois qu'il faut que tu penses à une roue, c'est dur en calvins. C'est pour ça que je vous dis que quand on travaille sur les problèmes des exercices du cours, essayez de les faire 5-10 minutes, puis après ça, là, vous pouvez aller voir la solution pour voir comment est-ce que ça fonctionne. Dernier élément de la journée, ça va être les opérateurs logiques. Donc, on demandait tantôt comment je fais pour avoir comme plusieurs conditions ou avoir des différentes options. OK? Les opérateurs logiques vont nous permettre de gérer ça. Donc, on a le AND, le OR et le NOT comme opérateur logique. Fait que, on va se donner une situation. J'ai dans... qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Je vais avoir ici, mettons, un A, OK, qui est à 5, puis un B qui est à 20. OK? Puis je veux être capable d'avoir un cas particulier si les deux éléments sont plus grands que 0. Bon, mettons, si les deux sont plus grands que 10. Fait que je veux que le A soit plus grand que 10 et je veux que le B soit plus grand que 10. Fait que quand je vais faire ma conditionnelle, parce que je veux que si ces deux-là sont plus grands que 10, fait que je veux que A soit plus grand que 10, puis je veux que B soit plus grand que 10. Là, ici, entre les deux, il va falloir que j'aille un opérateur logique pour relier ces deux-là ensemble. Fait que le « et », pour dire qu'il faut que ce soit celui-là et celui-là. OK, c'est « et » en anglais, c'est « and ». Donc, ces deux-là ensemble va me permettre de détecter que les deux fonctionnent. Fait que ici, si j'essaye, ça ne m'affiche rien. Pourquoi? Parce qu'en ce moment, le A n'est pas plus grand que 10. Fait que si je le mets plus grand que 10, les deux sont plus grands que 10, ça m'affiche la condition comme étant vraie. Donc le principe ici, c'est que quand j'ai le AND, j'ai besoin d'avoir deux éléments booléens, deux éléments logiques, vrai ou faux, à gauche et à droite. Fait que nous autres, ce qu'on a vu, c'est que on a nos deux plus grands, plus petits, égales, nos comparaisons, qui peuvent être de chaque bord, qui vont créer des valeurs booléennes vraies ou fausses. Fait que quand on a des éléments vrais ou faux, à gauche et à droite, on aurait ici A et B, on a juste 4 possibilités possibles. Soit que les deux sont à faux, soit que le B est à vrai seulement, soit que le A est à vrai seulement, soit que le A et le B sont à vrai. Fait qu'ici, on a ce qu'on appelle une table de vérité qui me permet de voir toutes les options possibles. Fait qu'on peut voir ici que pour le A et B, il faut que le A et le B, ça le dit, A, N, B, il faut que les deux soient vrais pour que le résultat soit vrai à son tour, puis que mon if fonctionne. Si n'importe quel des deux, ou les deux ne marchent pas, le résultat du AND ne marchera pas. Le OR est le même principe, il faut qu'il y ait des vrais ou faux à gauche et à droite.
Mais ce coup-là, il faut juste qu'il y en aille un des deux qui marche. Donc ici, le A ne marche pas, hein, il n'est pas plus grand que 10. Mais le B est plus grand que 10, fait que ça fait en sorte qu'il y en a un des deux qui marche. Quand il y en a un des deux qui marche, le résultat du A ou B, c'est vrai. Donc ça fait en sorte que la condition est fonctionnelle, on rentre dans la branche et on exécute notre résultat. Ici, si on essaye, excellente question. Qu'est-ce qui arrive si mon A est égal à 20? Fait que il va commencer ici, il va exécuter le premier if. Les deux conditions sont bonnes. Fait qu'avec le AND, ça fait en sorte qu'on rentre dans la branche, on affiche le gagnant. Puis ensuite, on a le A ou le B. Puisqu'on a les deux, ça fait en sorte que le A ou B est aussi fonctionnel. On a le deuxième qui est disponible aussi. Ici, on a une autre question intéressante, c'est que si on aurait mis un else if à la place, okay, qu'est-ce que ça change? Ici, ça change quelque chose, parce que si on roule le même code avec les deux plus grands que 10, on a juste le gagnant qui affiche. Pourquoi? Parce que là, on n'a plus deux ifs séparés, on a un seul if, puis quand on a un seul if, les branches sont mutuellement exclusifs. Okay? Donc, qu'est-ce qui arrive ici? C'est que la première condition est remplie, fait que ça fait la première branche, ça n'ira pas regarder les autres branches derrière. Si notre A est plus petit, on va avoir ici la première branche qui est non fonctionnelle. Puis après ça, la deuxième branche qui va marcher parce que le B est quand même plus grand. Avec le OR, il faut juste qu'il y en ait un des deux qui soit fonctionnel. Je ne sais pas si c'était ça ta question quand tu disais 5xx ou si tu voulais avoir un gros nombre. Ça fait le plus gros gagnant. Excellent. Fait que ça fait le tour de la matière d'aujourd'hui. On a ici 3 séries d'exercices à faire. Donc, encore une fois, pour vous rappeler comment est-ce qu'on va fonctionner dans le cours, on a pour le restant de la période, je vais vous déplacer dans des salles individuelles où vous allez pouvoir travailler sur les exercices du cours. Donc, vous pouvez m'appeler pour poser des questions, mais après 5-10 minutes, si vous restez sur le même exercice, je vous conseille d'aller voir la solution pour regarder la forme standard pour répondre à ces questions-là. Après ça, vous avez les exercices des ateliers. Donc, on a la deuxième série d'exercices. Pour ceux-là, j'ai mis un exemple, okay, des différentes fonctions pour chacun pour que ça nous donne une meilleure vision de qu'est-ce qu'on s'attend de nous. Pour ces exercices-là, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire les exercices avant la période d'atelier pour que vous puissiez arriver dans la période d'atelier. Bon, premièrement, si vous réussissez à faire tout l'exercice, vous êtes satisfait de vos réponses, vous êtes bon, vous n'avez pas vraiment besoin de casser votre samedi pour ça. Mais le deuxième principe, c'est que vous allez sûrement pas avoir le temps de les faire à l'intérieur de la période de 2 heures. Fait que le but, c'est d'arriver avec des questions préfaites. Okay, donc, je suis pogné à ce numéro-là pour telle affaire, qu'est-ce qui se passe à tel numéro, et ainsi de suite. Donc, d'arriver surtout que l'atelier est proche du cours. Hein? Vous n'avez pas vraiment le temps de travailler entre les deux. Donc, ici, il y a une question. Donc, pour préparer l'examen, est-ce que c'est suffisant de faire les exercices du cours et de l'atelier? Il va aussi avoir le travail pratique, hein, qui va venir rentrer en jeu. Donc, si vous êtes capable de faire habituellement les genres de dernières questions qu'il y a dans chacun des ateliers, ça devrait bien vous préparer aux différents examens.
Donc, pour chacune des questions les plus difficiles des ateliers, c'est le niveau de difficulté qui est attendu pour l'examen. Parfait.